WrestleMania 25, c'est peut-être l'un des WrestleMania sur lequel j'ai vu le plus d'avis différents. Les fans qui comme moi ne connaissaient le catch que depuis quelques temps à l'époque l'ont adoré, le considèrent comme l'un des meilleurs, et ceux qui connaissaient le catch depuis bien plus longtemps et qui avaient vu l'immense majorité des WrestleMania précédents ont été un peu déçus et le voient comme un des plus anecdotiques. Si certains comme moi le trouvent spécial parce que c'est l'un des premiers WrestleMania qu'ils ont vu, d'autres lui reprochent notamment la faible qualité de certains de ses matchs et l'absence de conclusion aux storylines principales. Il faut dire qu'à l'époque, WrestleMania, même si c'était le plus grand show de l'année, c'était pas forcément le lieu où les plus grandes histoires prenaient fin. En l'occurrence, la WWE avait pour ça un pay-per-view dédié, un show dans lequel on ressentait toutes les retombées de WrestleMania, et un show qui en 2009 était particulièrement excellent, je parle bien sûr de Backlash. C'est donc l'heure pour nous de revenir fin avril 2009, l'époque où j'étais encore jeune et insouciant, l'époque où je croyais que le punt kick de Randy Orton mettait vraiment un terme à des carrières, et où je croyais que Matt Hardy était vraiment la pire des ordures qui ruinait la carrière de son frère, et on va pouvoir revenir ensemble sur ce show absolument excellent. Tout commence ce soir-là par un match entre Christian et Jack Swagger pour le titre de la ECW, dans une époque où la troisième branche de la WWE est vraiment pas mal, avec un roster très cool, et donc honnêtement, quand j'ai commencé le show, j'avais plutôt hâte de ce match. Faut dire qu'on est là à peine quelques mois du retour de Christian, qui s'est immédiatement lancé du côté de la ECW avec une victoire contre le champion dans un match où le titre n'était pas en jeu, et franchement à l'époque Christian c'était peut-être l'un des mecs les plus populaires de la ECW. Ce soir du coup il a l'occasion de créer une fois de plus l'exploit qu'il a réalisé en début d'année, et il a surtout l'occasion de se rattraper de son échec dans le Money in the Bank ladder match en allant chercher le titre de champion contre Swagger. Swagger à ce moment là c'est la star montante de la ECW, c'est celui qui jusqu'à présent a le mieux réussi depuis CM Punk, et même si à l'époque je suivais pas la ECW, je savais que ce gars avait un futur prometteur. Du coup c'est parti, il est temps de savoir si ce show qui me rappelle tant de bons souvenirs démarre d'une bonne manière ou pas avec ce match pour le titre CW. Directement, le champion va prendre le dessus sur son challenger avec ses classiques prises de lutte pour rester dans son personnage de All-American American, mais Captain Charisma ne se laisse pas faire et revient dans le match sous l'ovation de la salle. Vraiment, ça fait grave plaisir de revoir ce match parce que Christian à l'époque, il faisait déjà partie de mes favoris, et je sais pas si c'était l'entrée avec son excellente musique, son style dans le ring, son charisme ou un mélange de tout ça, mais j'étais vraiment à fond derrière lui, et à chaque fois qu'il avait des opportunités comme celle qu'il a ce soir, j'étais ultra heureux. Justement, Christian déroule son arsenal et garde le dessus sur le champion, qui pourtant était jusqu'alors ultra dominant du côté de la troisième branche avec un règne de plus de 4 mois à l'époque, mais évidemment Swagger ne se laisse pas faire et le lutteur revient en balançant Christian à l'extérieur avec autant de soin que Lesnar qui jette son titre universel sur Vince. Mais bon, Christian, contrairement à cette ceinture, il a du charisme, voilà, ça c'est gratuit, et donc il se relève et reprend le dessus dans le ring avec des coups de coude, mais alors qu'on espère le voir dérouler avec son classique coup de pied pendulaire, le champion l'attrape et reprend le contrôle. Pour justement conserver le contrôle du match, Swagger envoie une magnifique souplex et une prise absolument incroyable sous l'ovation des fans, et quoi, comment ça, y a pas d'illustration, oh il se passe quoi là? Ah oui non c'est logique en fait, autant pour moi j'ai menti, il enchaîne pas du tout avec ce que j'ai dit, il fait juste une prise de l'ours. Et oui, on n'y échappe jamais de toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on regarde un show, il y a toujours un moment ou un autre où il y aura une prise de l'ours. Du coup le temps qu'elle passe, j'en profite pour vous parler de ma chaîne Twitch parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne me suivent pas encore là-bas, et pour tous ceux qui veulent me voir parler d'actualité et d'autres choses liées au catch, c'est là-bas que ça se passe. Je suis en live pour l'instant 2 fois par semaine, le mercredi avec un live sur WWE 2K23, et le dimanche avec un live discussion, un petit peu podcast où j'échange avec vous sur les actualités de la semaine au niveau du catch. À la rentrée, je reviendrai même avec un voire 2 lives en plus, puisqu'on se retrouvera le mardi et le jeudi pour cette fois-ci jouer à des jeux qui n'ont rien à voir avec le catch, genre Minecraft, GTA ou Red Dead Redemption. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent plus de contenu, vous pouvez foncer me rejoindre là-bas, et je pense qu'on va pouvoir revenir à la vidéo parce que je crois que la prise de l'ours est enfin terminée. Enfin libéré de l'affreuse prise de l'ours, Christian revient avec son coup de pied pendulaire qui passe cette fois-ci, et Captain Charisma veut enchaîner mais il se fait directement calmer par le champion qui tente d'en finir avec sa Vader Bomb. Heureusement pour lui, Christian lève les genoux et s'en sort avant de dérouler dans le ring avec des échanges ultra cool, et franchement si la première partie du match s'était lancée un petit peu lentement, cette seconde partie est vraiment très stylée. Le challenger tente de gagner le match après un magnifique Tornado DDT, les deux hommes n'arrivent pas à se départager et n'arrêtent pas de se contrer avec des séquences ultra cool, et Christian passe à 2 doigts de la mort puisque Swagger veut lui envoyer une German suplex à l'extérieur. Mais bon, heureusement Christian s'en sort et il réussit même à se dégager d'une impressionnante Vader Bomb de Swagger, ce qui va faire complètement craquer le champion. Voyant que son adversaire est beaucoup trop résistant, Swagger essaye de défaire le coin du ring pour s'assurer l'avantage, mais comme il est con, il fait ça sous les yeux de l'arbitre. Du coup évidemment l'arbitre l'engueule et il remet le coin, mais pendant ce temps, Christian il défait l'autre côté du ring, cette fois-ci dans le dos de l'arbitre parce que lui est un peu plus intelligent, et il esquive Swagger qui arrive en pleine vitesse, la tête la première dans le coin exposé, ce qui permet à Christian d'enchaîner avec son kill switch pour le couvrir et remporter le match. Sous l'ovation des fans, Christian remporte donc le titre de la ECW, un titre certes considéré comme mineur mais tout de même officiellement reconnu comme un titre de champion du monde à l'époque, dans un moment qui fait vraiment plaisir à regarder même encore aujourd'hui. Alors on repassera pas sur le fait d'avoir des éléments un peu douteux, genre des tentatives de triche alors qu'on est censé être à la ECW, je rappelle que le E veut dire extrême, mais bon
bon, de toute façon, l'âme du show est morte dès le premier épisode avec le zombie, donc à part ça, c'est quand même un match très bon qu'on vient de vivre et c'est un moyen parfait de commencer la soirée, je trouve. En plus de ça, on va pas tout de suite abandonner Christian puisqu'on le retrouve dans les vestiaires et il croise son ancien partenaire Edge qui lui aussi a un match de championnat plus tard dans la soirée contre John Cena, et la Superstar Classics va immédiatement péter un plomb en demandant à son ancien pote s'il se pense meilleur que lui maintenant qu'il a un titre, mais en n'oubliant pas de lui préciser que c'est qu'une question d'heure avant que lui aussi soit champion. On va donc avoir un échange très sympa entre les deux hommes dans lequel Edge dit qu'en fait s'il est devenu aussi fou et aussi lunatique c'est à cause de John Cena, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit passage qui en plus de mentionner l'histoire entre Edge et Christian crée de l'attente pour le main event, donc franchement y a rien à dire. On peut donc passer au match suivant et il est l'heure d'accueillir un homme dont j'ai parlé tout récemment sur la chaîne et qui est à l'époque dans son deuxième run à la WWE, l'un des plus excellents en l'occurrence puisqu'il sort tout juste de sa rivalité contre Shawn Michaels et il est donc en plein dans son personnage arrogant et détestable. Je parle évidemment de Chris Jericho qui sort à ce moment-là tout juste d'une victoire à WrestleMania 25 contre 3 légendes, Roddy Piper, Jimmy Snuka et Ricky Steamboat, et ce soir il affronte justement ce dernier en guise de revanche de WrestleMania. C'est marrant de se dire que de base les 3 légendes ne devaient faire qu'une apparition à WrestleMania et revenir à leur vie classique juste après, mais Steamboat a en fait été tellement excellent pendant le match qu'il est non seulement resté un moment pour affronter Chris Jericho sur des house shows, mais il a en plus évidemment un match en pay-per-view ce soir-là et il a carrément été recruté pour former la future génération de catcheurs suite à ça. Du coup c'est l'heure de savoir si effectivement Steamboat était si bon que la WWE semblait le dire après tant d'années d'absence, et après être arrivé sous l'ovation des fans, il part directement à la lutte avec Jericho. D'entrée de jeu, Steamboat prouve qu'il n'est pas en reste, puisqu'en plus de prendre Jericho de vitesse, il se jette sur lui avec un topé à l'extérieur avant d'enchaîner dans le ring avec ses atémis et ses bras à la volée, et honnêtement c'est ultra impressionnant de voir ce match parce qu'à l'époque Steamboat a 56 ans et quand on compare ses performances dans les années 80 à celles-là, ben franchement il n'y a pas une immense différence. Bon, il garde quand même un petit peu un style à l'ancienne et du coup il va ralentir le match assez souvent avec des prises au sol, mais il montre quand même qu'il n'a rien perdu puisqu'alors que Jericho reprend le dessus et le fait subir pendant quelques minutes, Steamboat revient et prouve sa résistance en contrant un bulldog avant d'envoyer une incroyable souplex du haut de la 3ème corde. Bon évidemment Jericho n'est pas en reste non plus, hein, il est toujours aussi talentueux et ça n'étonnera personne, et du coup il a lui aussi des offenses très cool, mais quand on connaît la fin du match on comprend pourquoi c'est quand même Steamboat qui domine une grande partie de l'affrontement. Justement le Hall of Famer fait taire toutes les critiques en montrant que tant d'années après il a encore des forces, il a l'agilité de sortir un super match contre un catcheur établi, et le match raconte en plus qu'il est très résistant puisqu'il déguste un code breaker très propre alors qu'il s'est lancé une fois de plus du haut de la 3ème corde, mais le Hall of Famer ne lâche rien et pose le pied sur la corde pour s'en sortir. Et honnêtement j'ai aussi beaucoup aimé ça dans ce match parce que ok on se doute que Steamboat à son âge il va pas revenir pour un run complet et qu'il va donc pas tarder à repartir, mais malgré ça on se retrouve très souvent à croire qu'il va réussir à créer la surprise et à battre Jericho. On y croit d'ailleurs plus que tout à la fin du match puisque le Hall of Famer surprend Jericho avec un roll-up, mais Y2J se dégage et calme tout le monde en plaçant son Walls pour faire abandonner la légende et remporter le match. Du coup Jericho lui va pouvoir retourner dans les vestiaires et il va s'attaquer à d'autres histoires, mais après le match Steamboat reçoit quand même une ovation amplement méritée de la part des fans de la WWE qui comprennent bien que c'est l'une des dernières occasions pour eux de voir cette légende du catch, et franchement c'est un match très cool que je vous conseille de revoir et qui en plus n'enlève rien à Jericho puisqu'il repart avec la victoire, mais qui en donne aussi beaucoup à Steamboat, ce qui fait vachement plaisir. Justement pour continuer dans les bonnes choses, on va pas mentionner le segment backstage avec Santino et Beth Phoenix parce que ouais, j'ai pas envie tout simplement, et on va pouvoir enchaîner avec le match suivant qui pour le coup est l'un des moins attendus de la soirée puisqu'on est sur une revanche du Money in the Bank entre le vainqueur CM Punk et l'homme qui est passé très proche de décrocher la mallette, Kane. Du coup si je dis que c'est pas le match le plus attendu, c'est parce qu'en réalité il n'y a pas de vrais enjeux, hein, mais il permet quand même de montrer un aspect très cool de Backlash parce qu'à l'époque la WWE s'attelait vraiment à faire des revanches de WrestleMania. Bien sûr pour les gens qui ont des matchs à plusieurs ou des matchs un peu spéciaux c'est pas possible de faire l'exacte revanche, mais là je trouve que c'est une très bonne idée de faire un match entre Punk et Kane puisque ça peut permettre à Mr Money in the Bank de bien se lancer après WrestleMania. Mais bon, mis à part ça au final il n'y a pas grand chose à dire sur le match. Évidemment à l'époque CM Punk est encore face et il est ultra apprécié par la foule, et bon, vous savez très bien comme moi que ça va pas durer, mais pour l'instant c'est encore le cas, et il passe dans ce match pour un gros underdog, ce qui fait que tous ses retours vont être acclamés par le public. Du coup au final il n'y a pas non plus grand chose à dire sur le match, hein, c'est vraiment un affrontement très classique, même si à la limite on a un contre un peu original au chokeslam de Kane et des combos assez propres de CM Punk, mais au global c'est un match assez anecdotique mais qui pour le coup m'a vraiment surpris sur la manière dont il se termine. Parce que oui, si de base je pensais que ce match allait servir à établir Punk, en fait il fait tout l'inverse. Mr Money in the Bank se fait surprendre à la fin par un chokeslam après un contre et Kane remporte le match sans réelle difficulté. Alors oui, c'est vrai que les détenteurs de la mallette Money in the Bank n'ont pas besoin de victoire puisqu'ils ont de toute façon un match de championnat garanti et à l'époque même quasiment un titre garanti, hein, parce que personne n'avait encore échoué l'encaissement, mais de là à perdre contre Kane comme ça me paraît quand même très osé. Parce qu'à la limite, ok, on peut se dire c'est cool, Kane il se relance après avoir perdu à WrestleMania, il va aller dans des histoires intéressantes et cette victoire le lance dans la bonne direction. Eh ben tu parles, Kane après ça il disparaît directement après le SmackDown suivant pour revenir un mois plus tard et se lancer en rivalité contre le Great Khali, donc de toute façon son année 2009 elle est dégueulasse, et je maintiens que cette défaite de Punk elle sert pas à grand chose si ce n'est à la rigueur à créer de la frustration pour les fans. Et justement, puisqu'on parle de frustration, il va être l'heure de passer au match suivant, un match qui se déroule dans une rivalité excellente et qui fait suite à un match dont le résultat a justement grandement frustré la foule, c'est l'heure de
Matt Hardy contre Jeff Hardy en I Quit match. Alors certains le savent, ce match conclut une immense rivalité que j'ai déjà retracée sur la chaîne, mais ne vous en faites pas, pour ceux qui ne s'en souviennent pas et qui veulent simplement comprendre d'où sort le match, je vous le résume très vite. En gros, ce salopard de Matt Hardy avait ruiné la vie de son frère avant de lui coûter le titre de la WWE par pure jalousie, et après l'avoir battu sur la plus grande scène du monde pour se faire encore plus détester par les fans, il était l'heure pour Jeff d'avoir enfin sa vengeance dans un I Quit match. On accueille donc en premier l'icône de la génération NT1, le seul et unique Jeff Hardy qui arrive avec l'incroyable No More Words sous l'ovation des fans avant d'être rejoint par son frère qui lui, bon, n'arrive pas dans la même ambiance on va dire. Évidemment la rivalité est ultra personnelle, donc du coup même si on a l'habitude de voir Jeff Hardy partir directement dans des acrobaties, ce soir il se contente de commencer par des droites pour sonner son frère. Mais bon, ne vous en faites pas, hein, ça reste le charismatique Enigma, il reste fidèle à lui-même, ce qui nous donne de beaux moments comme ce R Hardy sur la barricade à l'extérieur ou encore de beaux enchaînements dans le ring, mais comme on s'en doute, rien de tout ça n'est suffisant pour faire abandonner Matt Hardy. Justement, Matt revient un petit peu dans le match et je sais pas pourquoi, mais dans cette rivalité, je trouvais que Matt Hardy avait l'air en permanence fatigué. En fait, je pense que c'est juste que son rôle de heel était tellement bien fait qu'on avait réellement l'impression que ça le saoulait d'être là et qu'il avait vraiment envie de faire souffrir son frère. Et honnêtement, si à l'époque on avait quand même de sacrés heels avec notamment Chris Jericho, Matt ça restait le mec que je détestais le plus dans le roster, et on va pas se mentir, je pense qu'on était ultra nombreux à n'attendre qu'une chose, c'était de l'entendre dire j'abandonne pour se faire humilier par son frère. Malgré tout ça, Matt en a rien à faire et il garde quand même le dessus pendant une bonne partie du match, et il faudra alors attendre un contre et un Whisper in the Wind pour voir le charismatique Enigma reprendre le dessus sur son frère. Personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé ce match, parce que même si en soi c'est pas l'un des meilleurs I Quit match de l'histoire, et qu'en vrai on va pas se mentir, le style de catch de Jeff ne se marie pas très bien avec la stipulation, le fait qu'on ait une rivalité si intense, ça justifie parfaitement de sortir un I Quit match et ça rend les enjeux énormes. Mais bon, en finale, le suspense n'allait pas être gardé très longtemps, puisqu'après avoir placé 2 Swanton Bombs sur son frère, Jeff sort une table à laquelle il va littéralement ligoter Matt, qui l'implore d'arrêter. Évidemment, après tout ce qu'il a subi, Jeff il va pas s'arrêter, hein, d'autant que Matt n'a toujours pas dit j'abandonne, hein, donc il va pas non plus avoir pitié de lui gratuitement, et l'idole des fans place donc une échelle dans le coin sur laquelle il grimpe pour condamner son frère pour de bon. Impuissant et ligoté sur une table 2 mètres en dessous de Jeff, Matt profite du micro de l'arbitre pour essayer d'obtenir la pitié de son frère en mentionnant leur mère décédée, mais les pleurs de Matt ne suffiront pas à attendrir Jeff et l'aîné de l'ancien champion de la WWE est donc contraint de dire j'abandonne pour mettre un terme au match et se sauver de cette situation désastreuse. Non, je rigole, en fait il met bien un terme au match mais il se sauve de rien du tout parce que Jeff en a rien à faire et il saute quand même sur Matt en voyant une double descente de la cuisse pour faire passer son frère à travers la table et conclure pour de bon cette rivalité. Mine de rien, ce match est très important dans l'histoire puisque c'est le dernier match entre les deux frères à la WWE et c'est l'affrontement qui conclut pour de bon une rivalité ultra marquante de l'époque qui va permettre à Jeff Hardy d'enchaîner sur un run de champion du monde poids lourd qu'on était nombreux à avoir adoré et qui mènera en plus à la fin de sa carrière à l'époque dans un moment déchirant. Ce match ça montre vraiment ce que Backlash peut faire de mieux, c'est-à-dire profiter des retombées de WrestleMania pour conclure une rivalité excellente qui certes aurait pu se terminer sur la plus grande scène du monde mais ça aurait été quand même beaucoup trop tôt, et je trouve que l'idée d'une trilogie qui est dominée par Matt Hardy avec le match à WrestleMania et le match de la civière à SmackDown mais qui se termine sur une victoire ultra dominante de Jeff Hardy dans ce match, c'est juste parfait. Du coup je sais pas ce que vous en pensez mais honnêtement jusqu'à présent on passe quand même une très bonne soirée, hein. On a aucun mauvais match, même les histoires un petit peu moins intéressantes elles donnent quand même des moments ou des matchs plutôt cool. Non vraiment y a rien à dire et je pense même que... Oh non. Oh non, oh non, pas lui par pitié, on s'amusait bien, foutez-nous la paix, non! Bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Great Khali fait son entrée, il appelle Santina Marella parce qu'il est amoureux d'elle ou je sais pas quoi, enfin bon, de toute façon, je m'en foutais déjà quand j'avais 10 ans, qu'est-ce que vous voulez que ça m'intéresse aujourd'hui? Du coup, voilà, Miss WrestleMania débarque, et alors qu'on croit qu'elle va annoncer que depuis le début c'est Santino dans un costume, elle annonce qu'elle est en couple avec Jim Ross, et... Est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler ce segment? Non mais à la limite faites ça en show hebdomadaire, pourquoi pas, mais là imaginez-vous qu'il y a des gens qui ont dépensé de l'argent pour voir ce show et qui se retrouvent avec ça, je veux dire les pauvres, il y a un peu pitié quand même. Bon vous avez compris l'essentiel du segment, hein. Santino essaye de sortir de cette situation et il sera interrompu par Beth Phoenix qui vient nous sauver pour défier Santina pour la couronne Miss WrestleMania, hein, comme si cette merde avait quelconque importance. Mais bon, quoi qu'il arrive, Beth Phoenix ne touchera pas à la couronne Miss WrestleMania puisque le Great Khali lui envoie son poing dans la gueule, voilà tout va bien. Et du coup Santina en profite pour la couvrir et conserver sa couronne, allez c'est bon, ça suffit, plus jamais on parle de ça et sortez ça de mon écran, c'est bon, ça suffit. Vraiment c'est dommage qu'on ait eu ce segment maintenant parce qu'on enchaîne avec pour le coup un match que j'attends énormément, vous vous en doutez, le match entre la Legacy et l'équipe de Triple H, Batista et Shane McMahon. Ce match est là pour conclure enfin la rivalité entre Orton et Triple H qui dure maintenant depuis de nombreux mois et qui est franchement excellente, et après avoir perdu le match à WrestleMania, Orton obtient une dernière chance au titre dans un 3 contre 3. Alors oui, je conçois que dit comme ça peut avoir l'air bizarre, mais en fait ça a du sens. Depuis le début, Orton rend la vie horrible à Triple H mais aussi à Bat
Batista qui l'a blessé avec son punt kick, et à Shane McMahon qui en plus d'avoir subi lui-même ce coup de pied en veut à Orton qui a shooté dans la tête de Vince McMahon mieux que Snitsky avait shooté dans le bébé. Du coup Orton lui il est super content, il y a 3 mecs dont le champion de la WWE qui veulent lui régler son compte et il sait que si lui il est manipulateur et calculateur, ses adversaires eux c'est juste des bourrins. Et du coup ça lui permet d'accepter de leur donner ce qu'ils veulent seulement s'il peut avoir une chance au titre. On se retrouve donc avec un match à 6 pour le titre de la WWE, mais il y a que Triple H et Randy Orton qui peuvent quitter le show avec la ceinture, et la stipulation est en plus assez compliquée pour Triple H parce qu'il peut perdre le titre même en cas de disqualification ou de décompte à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas dans les matchs classiques de championnat. On accueille en premier Shane McMahon qu'à l'époque j'adorais, mais alors vraiment pour le coup je me rappelle que quand il avait fait son retour j'étais comme un dingue, et c'est juste dommage qu'il ait fallu qu'il revienne une fois de trop en 2019 pour nous sortir un run insupportable qui fait que maintenant je peux plus le voir. Mais bon, à l'époque ça reste le boss et il est rejoint par 2 immenses stars, Batista et le champion de la WWE Triple H, dont le titre est peut-être plus en danger que jamais, d'autant qu'il y a déjà des tensions entre lui et ses partenaires puisqu'ils détestent tous Randy Orton et veulent lui faire la peau, mais encore une fois il faut qu'ils gardent leur sang-froid parce que s'ils perdent par disqualification, Triple H perd sa ceinture. Les 3 hommes sont donc rejoints par le clan le plus excellent de l'époque, les 3 prédateurs qui s'avancent lentement au ring dirigés par le manipulateur ultime, le boss Randy Orton, et il est l'heure de régler les comptes. Encore une fois à l'époque cette histoire pour moi c'est ce qui se faisait de mieux, et je me rappelle que j'étais ultra impatient de voir ce match, et justement l'attente ne sera pas longue puisque d'entrée de jeu les équipes partent à la lutte, et Triple H se débarrasse de Randy Orton en allant l'exploser dans les vestiaires. La Legacy commence alors le match en 2 contre 3 avec les 2 catcheurs les moins expérimentés du match, et ils se font du coup exploser par tous les membres de l'équipe adverse, notamment par Triple H qui nous ressort son signe DX pour peut-être nous faire un petit teaser du retour de l'équipe, et même si Rhodes et DiBiase arrivent à revenir quelques secondes en isolant Batista, l'animal ne se laisse pas faire et il tente d'en finir avec sa Batista bombe sur DiBiase. Heureusement pour lui, le fils du $1 million man parvient à s'échapper, et enfin tout ça permet à la Vipère de revenir dans le match. Orton reprend le contrôle, ce qui montre encore une fois que c'est clairement lui le maillon fort et la tête pensante de la Legacy, et la Vipère nous lâche son DDT avec sa classique tête de psychopathe, et les 3 fils de Hall of Famer déroulent sur l'animal qui est dominé pendant de longues minutes et qui devra aller chercher le soutien de Shane McMahon pour redonner l'avantage à l'équipe Triple H. Justement, Triple H le champion, on va pas trop le voir dans ce match, ce qui est assez logique parce que ça fait partie de la stratégie de la Legacy, et les catcheurs de 2e génération vont donc faire subir à Shane McMahon le même traitement qu'ils avaient infligé à Batista, et c'est vraiment fou de voir que tant que Triple H n'est pas dans le ring, la Legacy a le dessus unanime sur l'équipe adverse qui ne trouve aucune solution. Mais bon, vous vous en doutez, il fallait que ça arrive, Shane réussit à revenir dans le match pendant quelques secondes qui seront à peine suffisantes pour lui permettre de faire le changement, et enfin Triple H peut mettre la main sur Randy Orton. Le champion détruit son challenger et enchaîne dans le ring en se débarrassant de Rhodes et DiBiase, mais bon, les envoyer par-dessus la 3e corde c'est clairement pas suffisant, puisque les 2 hommes reviennent pour sauver Randy Orton à 2 reprises. C'est vrai que c'est toujours un truc qui m'a fait marrer ça à la WWE, je sais pas pourquoi, les mecs ils croient toujours que si t'envoies un gars hors du ring il disparaît, mais non, c'est pas SmackDown vs Raw, il faut être sérieux 10 secondes. Et d'ailleurs Cody lui ça il l'a très bien compris, parce que dans le dos de l'arbitre il envoie un énorme coup de chaise à Shane McMahon et à Batista pour essayer de les mettre vraiment hors d'état de nuire, pas juste les envoyer à l'extérieur, mais ce qui a marché sur Shane ne fonctionne pas sur l'animal puisque Batista arrive à s'emparer de la chaise et se prépare à détruire Cody Rhodes. Malheureusement pour Triple H, son partenaire est moins intelligent que la Legacy, parce que Batista il s'apprête à utiliser la chaise sous les yeux de l'arbitre, et du coup ça force Triple H à interrompre son pedigree pour aller prendre la chaise à Batista pour éviter une disqualification. Vous vous en doutez, le premier à profiter de ça c'est Randy Orton, il ne se fait pas prier et il envoie directement son RKO sur Triple H au centre du ring pour tenter de remporter le match. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit tenter, parce qu'à l'époque la prise la plus puissante de Orton c'est pas le RKO, et du coup Triple H arrive à sauver son titre en se dégageant à 2, mais alors qu'à l'extérieur DiBiase continue de travailler sur Batista, Orton s'élance pour son punt kick et envoie le crâne de Triple H sur la lune avant d'enchaîner avec le tombé pour la victoire, et on a alors un nouveau champion de la WWE. Encore une fois pour moi c'est une fin parfaite pour ce match et pour cette rivalité. On voit bien que Triple H est clairement plus fort que Orton, dans le ring il avait largement le dessus et la seule raison pour laquelle The Game a perdu c'est à cause de ses partenaires, et du coup on voit que le plan d'Orton a marché à merveille et il a parfaitement profité de la haine de ses adversaires pour récupérer la seule chose qu'il veut, le titre de champion de la WWE. Et je sais que je surcote certainement cette rivalité parce que c'est l'une des premières que j'ai suivies à 100% à l'époque, mais je trouve tellement que tout est bien fait dedans, autant du côté de Orton que du côté de ses rivaux, et quand on sait que derrière ça permet de lancer Orton en rivalité avec Batista, puis John Cena et la Legacy en rivalité avec la DX, je trouve que la transition est juste parfaite. Justement, pour justifier cette transition et permettre à Batista de s'attaquer au titre de Orton, Triple H est évacué sur civière et s'éloigne quelque temps des rings, ce qui nous permet donc d'enchaîner avec le main event. Vous le savez, si le match précédent n'est pas en main event, c'est pas pour rien, parce que si à l'époque la rivalité Orton-Triple H est excellente et que c'est ma favorite, elle passe au second plan de la rivalité du côté de SmackDown pour le titre poids lourd entre Edge et John Cena. Alors j'aime beaucoup cette rivalité, je peux pas le nier, mais je trouve que l'ajout du Big Show dans le match à WrestleMania c'était pas nécessaire. Et même si ok ça a mené au gros spot de Cena qui soulève Edge et le Big Show, je trouve qu'au-delà de ça, ça a pas servi à grand chose. D'autant plus que l'histoire entre Edge et Cena c'est une histoire qui date de 2006 quand Edge avait encaissé la mallette Money in the Bank pour la première fois, et du coup je trouve un petit peu dommage d'avoir ajouté le Big Show à leur grand match à WrestleMania
WrestleMania qui aurait pu conclure la rivalité pour de bon, mais heureusement la rivalité n'était pour le coup pas terminée puisqu'il leur restait un dernier affrontement lors de Backlash. Bon, du coup c'est aussi là qu'on voit les limites du concept, je trouve, parce que la WWE avait, je pense, l'occasion de conclure cette rivalité dès WrestleMania et ça aurait permis d'apporter une vraie fin à l'histoire entre Edge et Cena dans un moment excellent, mais l'existence même d'un pay-per-view comme Backlash, ça empêche un peu les rivalités de se terminer sur la plus grande scène du monde et donc c'est assez logique que le concept ait disparu sous cette forme. Mais allez, malgré tout ce que j'ai pu dire de négatif, à l'époque j'attendais réellement ce match avec impatience. Super Cena au sommet de son art contre l'opportuniste ultime dans un last man standing, un match dans lequel il faut tellement détruire son adversaire qu'il reste au sol pour un compte de 10, ça ne pouvait être qu'excellent. À l'époque on est en pleine apogée du catch chez les jeunes et du coup Cena est évidemment le héros du match et franchement à l'époque ça paraît assez évident que Edge n'a aucune chance. Dès le début du match il commence à fuir et il refuse l'affrontement, ce qui montre clairement que Edge n'est pas à la hauteur du champion, mais malgré ça il arrive à dominer les quelques premiers échanges, ce qui commence à faire douter les fans. Et en vrai avec un Cena à son apogée comme ça, Edge semble en fait être l'un des seuls mecs qui peut le battre. Parce qu'on sait très bien que le champ, quand il est face à quelqu'un de normal, qui utilise les règles et les armes qui sont autorisées, il arrive toujours à s'en sortir et à conserver son titre. Mais là, il est pas juste contre un catcheur classique. Face à lui, il a l'opportuniste ultime, un mec qui est littéralement prêt à vendre sa famille pour un titre de champion, donc même si John Cena est ultra favori dans ce match, il peut perdre son titre si Edge a un plan bien précis. En l'occurrence, au début, on voit que Edge a un plan plutôt classique, puisqu'il essaye de faire perdre connaissance à Cena avec une prise du sommeil, mais bien sûr, le champion s'en relève et Edge doit alors enchaîner s'il veut venir à bout du champion. Après un petit tour à l'extérieur et des projections dans les escaliers, c'est Cena qui va reprendre l'avantage, et il va d'ailleurs reprendre l'avantage d'une manière que vous connaissez bien si vous avez vu son Last Man Standing contre Umaga en 2007, puisqu'il balance l'escalier sur Edge à l'extérieur, exactement comme il l'avait fait contre le Samoan Bulldozer 2 ans plus tôt. Et franchement, autant le Cena Umaga c'était un très bon Last Man Standing, autant celui-là n'a pas à rougir en comparaison. Déjà, ce genre de petit rappel, je trouve ça excellent, ça fait petit clin d'œil à une rivalité précédente, et en plus ça montre que tout ça a du sens. Parce que même si l'intégralité des fans de catch savent que ce qu'ils regardent c'est un show scripté, c'est pas une raison pour ne pas crédibiliser des actions. Et en l'occurrence, là Cena se rappelle qu'il a battu Umaga en 2007 dans le Last Man Standing, et du coup c'est ultra logique de réutiliser les mêmes techniques. Mais bon, en l'occurrence, il n'a pas battu Umaga avec ce spot précisément, et du coup il ne bat pas Edge non plus ce soir-là grâce à ce lancer d'escalier, mais le clin d'œil est quand même très cool, et les deux hommes peuvent donc repartir à la lutte avec un échange de coups au centre du ring. Ce moment d'ailleurs est ultra cool parce qu'à ma grande surprise, Edge est bien plus acclamé que Cena sur l'échange, mais surtout parce qu'on sent qu'après de longues minutes de match, Edge et Cena sont à bout, et ils tombent tous les deux au sol après s'être envoyé leur meilleure droite en pleine tête. Finalement, 8 secondes après s'être retrouvés au sol, les deux rivaux se relèvent et Edge passe très proche de se manger l'attitude adjustment à 2 reprises avant de se retrouver coincé dans le STF du champion qui force Edge à abandonner. Mais bon, Edge il peut abandonner tant qu'il veut, c'est un last man standing et Cena ne peut donc pas gagner par soumission, mais par contre il peut encore une fois s'inspirer de ce qu'il a infligé à Umaga 2 ans plus tôt en faisant s'évanouir son adversaire. Alors oui, c'est vrai qu'il peut, mais Cena a peut-être oublié un détail, c'est qu'à l'époque il avait utilisé la corde pour littéralement étrangler Umaga, donc c'est pas un simple STF qui va mettre Edge hors d'état de nuire, et le challenger se relève donc encore une fois après le compte de 8. Pour revenir et reprendre ses forces, Edge envoie un spear surprise sur le champion sous les chants du public qui est ultra investi dans le match, ce qui fait vachement plaisir et qui montre aussi que faire des shows plus courts ça permet de garder le public à fond pendant quasiment toute la soirée. Faut aussi dire que si les fans sont autant enthousiastes, c'est également parce qu'ils ont face à eux deux des plus grands noms de l'époque qui règlent une rivalité vieille de 3 ans et que Cena va peut-être justement conclure puisqu'il envoie un attitude adjustment du haut de la 3ème corde sur son challenger. Même s'il est heel, Edge fait preuve d'une sacrée résistance et il montre à quel point il est prêt à tout pour ce titre de champion puisqu'il se relève après un compte de 9 avant de s'effondrer au sol une fois de plus, sauvant son match mais ne reprenant pas pour autant l'avantage. Justement pour reprendre l'avantage, Edge il va attendre le moment opportun comme d'habitude et il surprend Cena avec un spear en plein air pour coucher le champion et se relancer dans la guerre. Personnellement, l'un des trucs que je préfère dans les last man standing c'est quand ils sont bien longs et qu'on voit bien que les gars sont à bout de force à la fin du match et c'est clairement ce qui est en train de se passer là. On enchaîne tout le temps des gros moments avec des énormes prises puis un temps mort, le temps que les deux hommes reprennent leur souffle et ça donne vraiment l'impression de voir deux gars se pousser à bout, c'est juste parfait. Je veux dire, regardez ça, John Cena il envoie même Edge dans le public avec un attitude adjustment, comment vous voulez ne pas vous lever de votre siège dans un tel moment? Non, y a pas à dire, c'est juste incroyable et encore une fois ça crédibilise tellement Edge parce que même si après s'être relevé il fuit et tente par tous les moyens d'échapper à John Cena, il montre avec sa résistance qu'il n'est pas qu'un lâche et un opportuniste, c'est aussi un immense catcheur qui peut aller au bout et rivaliser avec John Cena. Finalement la course poursuite entre les deux hommes prendra fin à côté de l'arène avec Cena qui envoie un bulldog à Edge sur des caisses posées en bas des gradins et les deux rivaux continuent leur guerre sur l'arène utilisant leur dernière force pour essayer de venir à bout l'un de l'autre. Justement pour essayer de venir à bout du champion, Edge va même aller chercher une chaise pour écraser le crâne de Cena sur l'arène, mais rien n'y fait, le champ est juste beaucoup trop résistant et c'est impossible de le mettre KO. À ce moment-là, le challenger perd patience et il prépare un spear, mais pris de vitesse par le champion, Edge se retrouve en mauvaise posture et s'apprête à subir l'attitude adjustment. La fin semble alors proche pour le challenger, mais soudain, de nulle part, le Big Show débarque et sauve Edge, attrapant Cena par le cou et lui envoyant l'un des chokeslams les plus impressionnants de l'histoire, jetant le champion du monde à travers la vitre d'un projecteur qui explosera suite au choc
l'époque au même titre que la foule présente sur place. À ce moment-là, Edge lui-même n'a pas la moindre idée de ce qui vient de se passer alors que des officiels viennent éteindre les flammes s'échappant du luminaire et quelques instants après, l'arbitre terminera son compte de 10 qu'il avait démarré discrètement au milieu de toute cette confusion pour donner la victoire à la Superstar Classe X qui est alors le dernier homme debout et le nouveau champion du monde poids lourd. Pour moi, c'est encore un excellent moyen de terminer ce match. Oui, je sais qu'on peut dire que ça laisse Cena beaucoup trop fort puisqu'il perd après une intervention, mais ça permet surtout de montrer que oui, Cena est ultra fort, mais qu'encore une fois, face à un adversaire intelligent et opportuniste comme Edge, il n'est pas invincible. Et justement, quand on voit que derrière ça, Cena se lance en rivalité avec Randy Orton, qui a un petit peu le même style que Edge, c'est très cool, et Edge de son côté va nous plier des classiques contre Jeff Hardy pour mener au couronnement de celui-ci dans un ladder match excellent, on comprend bien que cette fin était nécessaire. Backlash se termine donc sur une image folle pour tous les fans de l'époque, une image qu'on ne pensait pas voir au vu de la puissance de Cena à l'époque. Le nouveau champion du monde Edge triomphant sur l'arène face à John Cena déchu, allongé dans un projecteur détruit. Honnêtement, ce show n'a pour moi aucun mauvais match. Certains sont évidemment meilleurs que d'autres et le main event est bien sûr à la hauteur des attentes avec une guerre de quasiment 30 minutes, mais c'est vraiment un show que vous pouvez aller vous refaire n'importe quand et qui sera toujours aussi bon, d'autant qu'il a eu lieu dans une période très chère à mon cœur, ce qui fait vachement plaisir. Si WrestleMania 25 est l'un des favoris des fans de la génération NT1, cet avis n'est pas partagé par la majorité des fans et il aura fallu attendre un backlash d'une très grande qualité pour mettre tout le monde d'accord. Un show qui fait parfaitement la transition entre les storylines passées et futures et qui me rappelle une époque excellente et un show que j'ai pris énormément plaisir à revoir aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et profitez-en pour me partager aussi votre avis sur le show si vous avez eu l'occasion de le revoir. Et si vous voulez me soutenir, n'oubliez surtout pas de liker et de partager la vidéo et de me rejoindre sur tous mes liens qui sont en description, que ce soit ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire ou mon lien affilié au lit. Et d'ici là je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.